1870 a formé la dernière étape de l'unification allemande. Toutefois, avant cette guerre que la France connaît bien, il y a eu un conflit entre la Prusse et l'Autriche en 1866 pour savoir qui allait avoir l'hégémonie en Allemagne. C'est la phase finale d'un affrontement séculaire, et c'est sur celui-ci que j'aimerais cette fois revenir. Puisque cette guerre est très importante, elle a eu des conséquences à la fois immédiates et sur le long terme sur toute l'histoire de l'Europe. Mais avant de revenir sur les combats à la guerre en eux-mêmes, je pense qu'il est très important de définir la situation du monde germanique dans la deuxième moitié des années 1860. Alors, cette partie de l'Europe est à l'époque régie par une situation qui était mise en place très longtemps auparavant, c'est-à-dire à la fin de la guerre de 30 ans, en 1648. Cette guerre terrible qui avait embrasé l'Europe pendant très longtemps et à laquelle la France avait participé, s'était terminée par les traités de Westphalie, Münster et Osnabrück en 1648. Et ceci avait organisé l'Allemagne pour les siècles à venir. Donc en 1865-66, nous sommes toujours sur la toute fin de ce schéma-là, et donc c'est un monde qui est un peu à bout de souffle, à bout de course, puisqu'il a été bâti longtemps auparavant. Donc au nord, on trouve un premier ensemble d'États qui est dominé par la Prusse, capitale Berlin. La Prusse a d'abord été un État très modeste, mais peu à peu, il était devenu une puissance incontournable de l'Europe. En 1701, elle était par exemple devenue un royaume, puis elle avait connu, dans la suite du siècle, un très grand roi guerrier, Frédéric II. C'est le roi de la guerre de 7 ans, cette guerre qui voit la France être écrasée, et que Frédéric II gagne de manière un peu miraculeuse, et qui installe son pays dans le cercle des grandes puissances européennes. Toutefois, cela induit plutôt la Prusse en erreur, puisqu'elle se repose sur ses lauriers, et elle est ravagée par les guerres napoléoniennes, 1806-1807, Iéna, Auerstedt, qui détruit sa puissance. Cet électrochoc la remet en cause, et elle se réorganise, notamment son armée, et participe au redressement spectaculaire de 1813-1815 face à l'envahisseur français. On se souvient tous de Blücher, le général prussien, qui serre la main de Wellington à Waterloo le soir. C'est la fameuse poignée de main des vainqueurs. Donc Berlin sort renforcée des guerres napoléoniennes. Dans les faits, elle retrouve notamment toutes les terres polonaises qu'elle avait perdues et qui avaient été données au Grand-Duché de Varsovie, cet État polonais inféodé à Napoléon. Donc elle retrouve ces terres perdues et également elle s'assoit fermement sur le Rhin. Alors l'Allemagne était une région très très morcelée et à la fin des guerres napoléoniennes c'est un peu moins vrai puisque de nombreux petits États ne sont pas ressuscités et sont engloutis par les plus grands. Donc c'est ce que fait la Prusse sur le Rhin, elle engloutit de nombreux petits États et toute cette zone lui appartient désormais, c'est la fameuse Ruhr, la Rhénanie. Or, elle va devenir très importante dans le cours du XIXe siècle, puisqu'elle est extrêmement riche de ce matériau devenu primordial avec la révolution industrielle. Je veux bien sûr parler du charbon. Parce que le charbon, on s'en sert dans les fonderies, dans les fourneaux. Il permet de faire fondre le fer et rentre dans la composition de l'acier, qui est un matériau très important, primordial, au même titre que le textile ou l'électricité. Et donc la Prusse en est riche. Elle est alors dirigée, au moment où l'histoire va s'accélérer, par le roi Guillaume Ier. Guillaume Ier est le second fils du précédent souverain, Frédéric Guillaume IV. C'est important de préciser qu'il est second fils, puisqu'en fait il ne devait pas être roi, mais son frère oui. Donc il n'a pas été préparé à cette tâche, et a plutôt reçu une éducation militaire. Mais bon, il arrive dans le cours de l'histoire que vous êtes amené à régner, alors que ce n'était pas vous qui au départ deviez le faire. Et finalement, ça se révèle parfois très efficace, très bénéfique pour votre pays. Et là, Guillaume Ier est d'ailleurs secondé par un chancelier hors norme, un des plus grands hommes du XIXe siècle, qu'on l'apprécie ou pas. Je veux parler d'Otto von Bismarck. Alors Bismarck est un homme qui est pragmatique, c'est un fin politique, il est très habile dans l'art de doser les choses. À tel point que les historiens l'appellent le révolutionnaire blanc ou le conservateur rouge. C'est-à-dire que c'était quelqu'un
qui savait allier les tendances contraires, aller au-delà des oppositions, tantôt souffler à droite, tantôt souffler à gauche, même si évidemment droite et gauche ne veulent pas dire la même chose à l'époque qu'aujourd'hui. Et donc ces méthodes qui sont originales ne sont pas sans rappeler, dit Jean-Paul Bled, qui a écrit une très belle biographie sur lui, les méthodes napoléoniennes. C'est-à-dire allier les tendances contraires, se servir tantôt d'une partie du spectre politique, tantôt de l'autre, dépasser les oppositions pour aller au-delà. Donc c'est ce que fait Bismarck, et il refonde en grande partie, de manière profonde, en grande profondeur, la marine, qui naît à l'époque, et l'armée. L'armée prussienne, avec l'aide du roi, qui, on l'a dit, est un militaire de formation. Et cette armée cloue par exemple le bec au Danemark. Nous sommes en 1863-64, et le Danemark est gouverné par un souverain qui possède en union personnelle les duchés de Schleswig et de Holstein. Donc ils sont au sud du Danemark et au nord de l'Allemagne, ils sont limitrophes avec celle-ci. Et ils sont occupés en bonne partie, notamment dans le nord, de populations qui parlent le danois, qui sont danoises. Donc le roi du Danemark avait tenté de les annexer, mais par là, ce faisant, il s'était heurté aux intérêts prussiens, puisque d'une part, Berlin commence à s'intéresser à la mer, je l'ai dit, Berlin commence à se faire une marine, et d'autre part, elle ne veut pas voir les Allemands passer sous domination étrangère. C'est ce que j'évoquais dans les vidéos sur la drôle de guerre. Le 19e siècle est le moment où naît ce qu'on appelle le pangermanisme, c'est-à-dire la volonté de rassembler tous les Allemands dans un même État. Et par exemple, en 1848, c'est ce que l'Allemagne avait tenté de faire, de s'unir, mais le roi de Prusse avait refusé la couronne, puisqu'il ne voulait pas la recevoir des mains d'une révolution. Mais donc, toutes ces notions-là sont sous-jacentes, sont latentes, et ce qui amène Bismarck à faire la guerre au Danemark. Et celui-ci est vaincu, évidemment, il n'a pas les moyens de s'opposer à Berlin. Donc à côté de cet ensemble très puissant, vous avez encore quelques villes libres qui subsistent sur la Baltique, mais elles sont beaucoup moins nombreuses et importantes qu'elles ont pu l'être dans les siècles précédents. La Baltique avait connu par exemple des cités-États très puissantes qui étaient regroupées au sein d'une ligue qu'on appelle la Hanse. Les cités hanséatiques avaient été très riches, mais ce n'est plus une vérité au moment où on parle. Et ces villes sont beaucoup moins importantes. Il y a aussi quelques États moyens, comme le Hanovre ou le Mecklembourg. Le Hanovre était une ancienne possession britannique, et la famille royale britannique venait de là. Mais à partir du moment où Victoria, la reine Victoria, est montée sur le trône, le Hanovre est redevenu indépendant, puisque dans ses règles de succession, les femmes ne peuvent pas hériter. Ce qui n'est pas vrai en Angleterre, et la preuve encore aujourd'hui, le Royaume-Uni est dirigé par Elisabeth II. Donc voilà un peu pour le nord de l'Allemagne, le premier ensemble. Et la prochaine fois, nous verrons le sud de l'Allemagne qui, lui, est plutôt soumis aux influences de Vienne, c'est-à-dire de l'Empire autrichien.